Faut-il négocier avec les djihadistes au Sahel? Fervent défenseur de cette ligne, le président nigérien Mohamed Bazoum a amorcé ces derniers mois des discussions avec des éléments des groupes djihadistes responsables d'attaques meurtrières récurrentes dans l'ouest du pays. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Mamadou Diouf, tout va bien? Bonjour Michel. Alors le président Bazoum veut donner une chance aux djihadistes voulant se repentir. Mais il a raison. Je crois que pendant un temps, il y a eu cette discussion. Est-ce qu'il faut discuter avec ces extrémistes violents ou il faut ne pas le faire? Et de plus en plus, dans bien des pays, les gens se disent qu'il faut le faire parce que la discussion a un intérêt. Le premier, c'est de retirer surtout des jeunes qui sont rentrés dans cette affaire-là. D'ailleurs, il le dit lui-même en leur disant que sortez parce que ça ne mène à absolument rien du tout. C'est l'expression que le président Bazoum a utilisée. Mais ce n'est pas une surprise également de sa part. Ce n'est pas la première fois, en tant que président de la République, qu'il tend la main. Mais il est très clair quand même quand il tend la main à ceux qui veulent déposer les armes. C'est très clair. Il y a des centres qui sont prévus pour pouvoir les accueillir, pour pouvoir les accompagner, leur donner une certaine habileté en termes de compétences et même un accompagnement s'il le faut sur le plan financier pour que ces gens puissent rentrer à nouveau dans la vie normale. Donc ça, c'est très clair. Ce n'est pas une surprise également de la part de Bazoum parce que lui-même, Premier ministre en 2016, avait fait la même chose. Et il avait réussi également à faire sortir des jeunes de ces groupes extrémistes violents. Il l'a fait également avec le Nigeria. Parce qu'ici au Niger, c'est avec État islamique et État islamique dans le Grand Sahel. Mais il l'a fait également en relation avec le Nigeria, avec Boko Haram. Et il a réussi à faire sortir des jeunes. Et c'est des centaines de jeunes qu'ils ont réussi à faire sortir, aussi bien au Niger qu'au niveau du Nigeria. Donc il y a une approche qui est là, qui donne quand même un résultat. Je me dis qu'il ne faut pas négliger cette approche, parce que ça vaut mieux que les affrontements qui, pour le moment, n'ont pas résolu ce problème. Alors, les émissaires, pour pouvoir peut-être parler avec ces djihadistes, sont des élus locaux, d'influents, chefs traditionnels et religieux, des proches des djihadistes. Vous pensez qu'il a bien fait de pouvoir peut-être parler avec ces gens déjà cités? Mais il a bien fait pour deux raisons. La première raison, quand on prend l'expérience du Mali, plusieurs fois, quand ces groupes extrémistes violents sont venus mettre sous embargo un village ou bien une partie du Mali, c'est les chefs traditionnels, c'est les chefs religieux qui ont été utilisés pour pouvoir dénouer la situation. Quand des militaires avaient été pris au Mali, c'est l'imam Diko, un chef religieux, qui avait été utilisé pour dénouer la situation. Ce qui veut dire que ces gens sont en mesure de discuter avec certains membres de ces groupes extrémistes violents et d'arriver à avoir avec eux un certain nombre de compromis. Je me dis que c'est la leçon qu'il a tirée, et avec son expérience de 2016, il s'est rendu compte qu'en utilisant des personnes en qui ces gens peuvent faire confiance pour discuter avec ces personnes, on peut parvenir à avoir des résultats. Et quand il a tendu la main à nouveau, il est repassé par le même chemin par lequel il était passé pour avoir des redditions, c'est-à-dire les chefs locaux, que ce soit des chefs traditionnels, des chefs religieux, qui sont dans le milieu, parce que n'oublions pas que ces jeunes également sont dans ce même milieu. D'ailleurs, c'est l'expérience qu'on tente actuellement au Burkina. L'actuel chef de l'État a ouvert la porte pour un dialogue, non pas un dialogue avec les plus hautes autorités, mais un dialogue avec les chefferies traditionnelles et les chefs religieux. Je crois que c'est une approche qui est en train aujourd'hui de se développer de plus en plus, toujours dans le cadre de la lutte contre les groupes extrémistes violents. Cette approche du président nigérien est une piste pour véritablement régler la question du terrorisme qui ne peut pas se régler par des moyens militaires seulement. Est-ce que c'est parce qu'on a peut-être utilisé la force? On voit que ça ne règle pas seulement le problème et donc on choisit d'autres alternatives. Il y a cela dedans. Puisque quand même, si on prend exemple sur le Mali, ça fait combien d'années? Ça fait longtemps. Et n'oublions pas qu'au départ, on a pris des forces dans nos pays, dans nos différents pays, plus des forces venant d'ailleurs
en dehors de l'Afrique. Et malgré la concentration de toutes ces forces au Mali, le problème n'a pas été réglé. Pire, le problème s'est dispersé dans plus d'endroits à l'intérieur du Mali. Et le problème a quitté le Mali pour aller au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo. Donc, quelque part, la réponse militaire n'a même pas été capable de circonscrire ce problème, encore moins de le résoudre. Ce qu'il y a, c'est que les analystes, depuis 2019, avaient toujours dit qu'on ne peut pas résoudre ce problème par une réponse militaire seulement. Vous avez le responsable de Timbuktu Institute qui l'a toujours défendu et qui apprécie positivement la démarche actuelle du président Bazoum en disant qu'en fait, il faut effectivement aller également dans le sens du dialogue. Et si vous regardez au Burkina, au Mali, ça a été adopté officiellement dans le cadre de rencontres où les gens ont dit que ceux parmi eux qui font partie des citoyens du pays, on doit pouvoir discuter avec eux pour essayer de trouver une solution. Mais attention, Bazoum n'a pas déposé les armes. Il continue à mettre des armes à la disposition de l'armée nigérienne qui monte en puissance parce qu'il sait très bien que tout le monde ne risque pas de déposer les armes. Mais il a compris que ce n'est pas par la solution militaire seulement qu'on va régler le problème, parce qu'il faut le dire, parce que c'est la réalité aussi, c'est documenté. Par la solution militaire, on a transformé beaucoup de gens en extrémistes violents, parce que parfois, il y a eu des erreurs de la part de nos armées, où on a tapé sur des gens qui n'ont rien fait, on a tué le parent des gens qui n'ont rien fait, et leurs proches ont préféré s'allier aux adversaires de leurs ennemis que de rester les bras croisés. Et c'est pourquoi les spécialistes disent de façon très claire, il faut combattre les groupes extrémistes violents sans les alimenter en même temps. Et parfois, dans la façon de faire de l'armée, l'armée a alimenté ces groupes extrémistes violents en amenant des personnes frustrées à aller les rejoindre, alors que le rôle de l'armée, c'était aussi bien de combattre ceux qui portent les armes que de faire en sorte également que d'autres n'aillent pas les rejoindre. Parce que s'il faut que d'autres aillent les rejoindre, ça veut dire que le combat ne risque pas de finir. Mamadou, sans doute on veut passer aussi par cela pour recréer la confiance. Mais bien sûr, il y a une véritable fracture quand on en arrive à prendre les armes les uns contre les autres. Et ça va être un long travail. Le Niger l'a très bien compris. On n'a pas dit aux gens, venez, on vous donne quelque chose et puis vous rejoignez les gens. Non, il y a des camps. Il va falloir s'asseoir avec ces gens. Il va falloir, j'allais dire, les ramener à la normale. Faire ce que les sociologues appellent un travail de déradicalisation pour que cette personne qui va rejoindre à nouveau la société soit la même personne qui avait quitté la société. Pas la personne qui quitte les groupes extrémistes violents. C'est-à-dire discuter avec la personne, l'amener à se rendre compte de ses erreurs, l'amener à se rendre compte qu'il ne doit plus reprendre un tel chemin et lui donner une compétence et créer en lui une certaine sociabilité pour qu'il puisse à nouveau rejoindre la société. Parce qu'on ne peut pas les laisser vivre dans un camp isolé comme ça par rapport aux autres. On ne peut également pas du jour au lendemain les projeter à l'intérieur de la population sans pour autant avoir fait le travail contraire du travail qui a été fait à leur niveau, un lavage de cerveau, un endoctrinement qui les a amenés à s'en prendre à leurs propres frères, à leurs propres sœurs parfois, sans véritablement avoir une raison qui puisse être cautionnée. Est-ce que cette volonté affichée par le premier responsable nigérien, Mohamed Bazoum, aura écho favorable au niveau des djihadistes? Cela a déjà eu un écho favorable. Il y a un de ses conseillers même qui dit clairement que, pas cette fois-ci, bien avant, puisque j'ai dit que ce n'est pas la première fois, il avait libéré des responsables qui étaient en prison. Il les a même reçus au palais. C'est-à-dire qu'il est véritablement dans le dialogue. Il a envoyé des émissaires également aller rencontrer 3 chefs importants des groupes extrémistes violents qui interviennent au niveau du Niger. Donc il est véritablement dans le dialogue et il peut le réussir. Il faut se rappeler que lors de la première interview qu'il a donnée à une télévision internationale quand il venait d'être élu, il a rappelé un épisode où pendant qu'il était Premier ministre, il avait essayé de dialoguer, ça avait échoué. Et ce qu'il avait marqué, c'est que les gens lui avaient dit, ce n'est pas le Niger ne nous intéresse pas.
Ça veut dire que le Niger n'était pas en tant que tel un objectif, mais il fallait pouvoir intervenir au Mali, traverser la frontière, venir au Niger, etc. Si le Niger n'intéresse pas ces gens, mais ça veut dire que dans le cadre d'une discussion, il est possible de trouver des espaces d'entente. Il n'est pas évident maintenant que tous les membres de ces groupes extrémistes violents puissent le comprendre. Et à partir de cela, le dialogue doit être accompagné de mesures concrètes pour empêcher le recrutement par les groupes armés d'autres jeunes également. Bien sûr, les spécialistes sont très clairs. Il y a un terreau favorable. Et ce terreau favorable est rendu favorable par ce qu'ils appellent des vulnérabilités. Vous avez des études, vous avez des tableaux, vous avez tout un ensemble de travail qui est fait depuis pratiquement les années 2013, par beaucoup d'organismes aujourd'hui qui travaillent sur les questions de sécurité et qui montrent pourquoi un certain nombre de jeunes y vont. Ils sont allés trouver des jeunes qu'on a mis en prison pour discuter avec eux, pour qu'ils disent pourquoi. Ils sont allés trouver les jeunes qui ont abandonné pour discuter avec eux, pour qu'ils disent pourquoi. Et malheureusement, un des terreaux, c'est les situations dans lesquelles ces jeunes vivent dans les zones où ils sont. Et si vous regardez, tous ces groupes terroristes sont allés vers les frontières, vers les zones les plus reculées, là où il y a le moins d'État, là où il y a le moins d'infrastructures, là où il n'y a pas grand-chose comme travail, les jeunes sont au chômage, il n'y a pas grand-chose à faire. Bon, souvent, c'est ça qu'on appelle une vulnérabilité. Et quand tu dis à la personne, tu vas avoir une moto, tu vas avoir un petit salaire, pour quelqu'un qui n'a rien et qui n'envisage également rien, souvent, il prend très facilement à l'appât, même s'il n'a pas la conviction. Vous avez vu l'exemple du Niger qui est suivi par le président burkinabé Paul-Henri Sandaogo Damiba. Est-ce qu'il faut faire cela aussi, selon vous, au Mali? Au Mali, l'expérience existe déjà. À la différence que ce n'est pas l'État qui a dit aux chefs locaux d'aller. Au Burkina, c'est l'État qui dit d'accord avec un dialogue, mais le dialogue se fera avec les chefs locaux. Au Niger, c'est le président qui tend les mains et qui dit dialoguer avec les chefs locaux. Au Mali, souvent, les chefs locaux ont le plus souvent pris l'initiative quand la situation était extrêmement coincée pour les populations pour le faire. Mais ça doit pouvoir également se faire au Mali parce que quand les Maliens se sont réunis pour discuter de cette question, ce qui est sorti de ces assises, c'est que les Maliens sont d'accord qu'il y ait un dialogue avec les groupes extrémistes violents, avec surtout les membres de ces groupes qui sont des Maliens. Et Iyad Al-Ghali, Amadou Koufa ont été cités de façon extrêmement claire et c'est les deux groupes qui posent le plus de problèmes au niveau du Mali. Maintenant, est-ce que ça va être un dialogue national? Il l'avait tenté en mettant en place des émissaires qui devaient les rencontrer et tout. Est-ce que ça va être un dialogue local ou bien est-ce que ça va être les deux en même temps? La situation actuelle du Mali fait qu'on ne parle plus trop de cette question de dialogue. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. Juste une petite pause et derrière, on reçoit l'invité du jour.